appelle des tiers, donc tier 1, tier 2, tier 3, donc les trois tiers en quelque sorte qui représentent les jeux les plus joués, donc avec League of Legends, Counter-Strike notamment sur le tier Ouais. 1, etc. Et plus on descend, plus c'est des jeux qui sont, on va dire, un peu moins pratiqués par les communautés. La répartition aujourd'hui des jeux selon les continents ou selon les pays est inégale. Il y a des jeux qui sont violents et qui vont être pratiqués sur le marché américain, alors qu'ils ne seront pas du tout, par exemple, sur le marché asiatique. Donc j'ai pas de chiffres, de pourcentage. Et j'ai envie de dire, quand bien même, aujourd'hui, des sports qui sont violents, des sports traditionnels, hein, j'entends, on en a pléthore. On peut parler du MMA, on peut parler de certains sports, certains arts martiaux, on peut parler du rugby, on peut parler de plein de choses. Donc est-ce qu'il faut qu'il y ait un pourcentage qui dise, bah tiens, voilà, on a 51% de jeux qui sont non violents dans l'e-sport, donc ok, on peut le aussi. Non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Mais après, oui, effectivement, c'est surtout, en fait, le point de base, c'est la propriété intellectuelle en lien avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sport traditionnel, le CIO va faire rentrer, par exemple, pour parler de la pétanque, va faire rentrer les boules, par exemple, en démonstration pour les prochains JO en 2024. Donc on dépose une candidature, on est une fédération de boules, etc. On a des négos, on a du lobbying, enfin voilà, il y a pas mal de choses derrière. Et au niveau de ce fonctionnement, on a cette opportunité de faire rentrer un sport, pardon, parce qu'il n'appartient à personne. C'est-à-dire que le sport est universel. Et dans la définition de la charte de Coubertin, notamment, au niveau des Jeux Olympiques, c'est ça, c'est le sport appartient à personne et appartient à tout le monde. Alors qu'au niveau de l'e-sport, c'est pas le cas. Pourquoi on jouerait plus à FIFA, donc de l'éditeur Electronic Arts, ou pourquoi on jouerait plus à Konami avec Pro Evolution Soccer? Il n'y a aucune raison. Enfin, si, il y a des raisons business, Ouais, lobbying, marketing, tout communauté, ça. marketing, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, Il n'y a pas la partialité. les ayants droit, aujourd'hui, les éditeurs de jeux vidéo, c'est eux qui détiennent tout. Organisation de tournois, cash price, etc. Et qui ont la propriété des jeux. Et aujourd'hui, si on dit, tiens, voilà, 2024 aux Jeux Olympiques, on va faire du League of Legends, on va faire de l'Overwatch. Très bien, mais Ouais, en gros, ça met en valeur un jeu plutôt qu'un autre. il y a ça, il y a un vrai problème Il y a une sorte de discrimination. éthique, discrimination, tout ce que tu veux. Et puis après, il y a une réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2018. Qui te dit qu'en 2024, on va encore jouer à Overwatch, à League of Legends ou à Ouais, FIFA? bah, j'en sais absolument rien. Et donc c'est maintenant qu'il faut déposer le dossier. Ouais. C'est-à-dire c'est pas 15 jours avant. C'est tellement C'est-à-dire évolutif, en c'est plus. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus exactement combien de temps il faut déposer les dossiers pour faire rentrer un nouveau sport. C'est magnifique. Et donc le jeu vidéo est finalement très aléatoire. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de hype. Et ça se trouve, Fortnite, dans 4 ans, on n'entend plus parler. Bah, c'est une mouvance perpétuelle, donc c'est sûr que c'est très dur. Ah, d'avoir si une on prend prédication. effectivement, si on prend le cas de Fortnite, en Battle Royale, on a eu une vague H1Z1 qui s'est pas mal développée. Après, on a eu PUBG qui est arrivé assez rapidement. Puis finalement, Fortnite avec un côté cartoon qui a pris le pas. Et puis peut-être qu'après-demain, ça sera autre chose. Et puis il y a le mobile aussi, évidemment, En plus, ouais, qui rentre en compte. Le marché chinois, il y a plus de 50% de l'e-sport qui se pratique sur mobile aujourd'hui en Chine. Donc il y a des évolutions qui font que finalement, on ne sait pas trop ce qu'il en sera quand on arrivera aux Jeux Olympiques. Par contre, faire en marge des JO des événements, et évidemment tout le monde va le faire, ils ont commencé à Pyeongchang, ils vont le faire en 2022 à Hangzhou, on va le faire, Ouais, on va le faire en ça paraît 2024 à plus Paris. C'est quoi tu dis? Je dis ça paraît plus approprié, Oui, plutôt c'est que l'incorporer à des sports physiques. C'est des démonstrations, c'est des événements, il va y avoir des foules. On a eu l'Euro en France, bah, il y a eu une fan zone FIFA sur le champ de Mars. Donc évidemment, ces choses-là, ça va se développer. Et donc, ouais, pour revenir à ta question, c'est pas une question de pourcentage de jeux e-sport violents qui va faire que le CIO va finalement accepter ou non de faire entrer l'e-sport dedans. Alors moi j'avais une question après, je pense qu'il va emboîter le thème qu'on voulait aborder après, à savoir économie et finance, c'est pour être beaucoup plus concret et terre à terre. Oui. Parce qu'on parlait aussi de l'intérêt de l'e-sport envers le CIO, mais est-ce que selon vous, il y aurait aussi un intérêt prononcé du CIO pour l'e-sport en fonction de la manne énorme financière que peut engendrer, notamment au niveau merchandising et marketing Évidemment. de la marque olympique, parce que le CIO se conçoit aussi Et comme étant une marque. en fait, la problématique est simple. Si on regarde, après, bon, c'est peut-être des personnes qui sont très focus e-sport, mais certains prédisent que demain, on fera autant, on regardera, on consommera autant d'e-sport que de sport traditionnel. Et très clairement, au niveau du foot, par exemple, les instances du foot ont très peur de l'e-sport. Et les clubs de foot, aujourd'hui, pourquoi on a un peu plus de 400 clubs à travers le monde
foot, hockey, basket, etc., qui ont leur équipe e-sport, c'est pas anodin, c'est parce qu'on crée des synergies, on fait revenir des gens dans les stades, on fait du merchandising, on fait du marketing derrière. Et donc, le sport traditionnel regarde de façon très attentive ce qui se passe au niveau de l'e-sport, parce que finalement, l'e-sport, c'est de l'entertainment, c'est de la compétition, c'est des communautés qu'on ne peut pas toucher par des médias classiques, c'est la cible qu'on va appeler les millennials, c'est-à-dire les 15-35 ans. Et donc, finalement, il y a une vraie question sur ce que peut apporter l'e-sport au CIO. Et probablement moins l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que le CIO va apporter à l'e-sport. Il y a des choses, évidemment, qui à s'enrichir, à comprendre, mais les enjeux sont partagés. Mais c'est sûr que le sport traditionnel regarde de très très près ce qui se passe dans l'e-sport, parce que jour après jour, il y a des nouveaux investisseurs, il y a des nouveaux sponsors, il y a des nouvelles compétitions, il y a des nouveaux cash prize. Et donc, forcément, on va arriver à des économies qui vont se compléter, qui vont converger. On verra comment ça se passe, mais ça avance en tout cas dans une dynamique où tout le monde se regarde, tout le monde essaie de tirer du bon des uns et des autres, et puis faire des choses ensemble aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire entre le sport traditionnel et l'e-sport. Guillaume, oui, alors je vais parler des jeux de sport mécanique. On sait que la Formule 1 génère un argent, une masse financière phénoménale. Je n'ai jamais entendu d'e-sport déjà sur les sports mécaniques. Moi je suis fan des jeux. Il doit y en avoir sûrement. Voilà. Mais est-ce que le sport mécanique pourrait amener une manne financière plus importante? Parce qu'il y a énormément de fans autour du monde de F1, de MotoGP. Très clairement, la Formule 1, alors dans l'e-sport, on appelle ça le sim racing, c'est-à-dire les simulations de compétition auto. Donc il y a plusieurs jeux qui sont connus Gran Turismo, mais c'est surtout, on va dire, Forza, Project Cars, e-racing, Air Factor. Bon voilà, il y a pas mal de jeux qui se pratiquent aujourd'hui. Certains sont très très proches et sont même utilisés par les vrais pilotes de Formule 1. Je pense notamment au jeu de simulation qui s'appelle e-racing. Et aujourd'hui, il y a des compétitions. Il y a les Le Mans eSport Series. Il y a les Formule 1 eSport Series également. Donc la Formule 1 s'est emparée de cette activité en sein avec l'e-sport, et on a des pilotes finalement d'e-sport qui concourent pour des équipes de Formule 1 traditionnelles. C'est sur quel jeu là, Alors ça dépend. Je vais prendre un cas concret. Nous, chez Stacker, on a une agence e-sport qui s'appelle Stacker Agency qui gère les droits de joueurs professionnels. Donc on a un certain nombre de joueurs professionnels qui sont sous contrat chez nous, et on en a notamment dans le sim racing. Et on en a un récemment là qui est chez l'écurie de Formule 1 Williams. Alors, pas l'écurie de Formule 1, mais l'écurie, c'est Williams eSport Team, donc l'équipe e-sport de Formule 1. Il fait partie ce qu'on appelait un roster, une équipe. Ils sont 19 ou 20 joueurs de plein de nationalités différentes. Et ils sont sur plusieurs jeux. Donc lui, il est sur Forza, il y en a qui sont sur GT, il y en a qui sont assez polyvalents. Et voilà. Et ils participent à des compétitions et ils représentent finalement l'écurie Williams version e-sport dans des compétitions à l'international. En gros, leur fonction, c'est de représenter l'écurie sur plusieurs jeux, donc à tendance sport mécanique. Donc, oui, pour l'instant, c'est que des sports mécaniques. Après, il est clair que même les écuries de Formule 1 vont aller, on était partenaires dans d'autres directions. Je prends le cas des discussions notamment de McLaren, Formule 1, Williams et autres. Stacken a été partenaire d'un événement à Londres il y a 3 semaines, avec des conférences, etc. Et il y avait donc justement une réflexion sur le sim racing et le sport mécanique. Et tous ont convenu qu'ils avaient aujourd'hui une équipe e-sport avec plusieurs joueurs qui courent sur différents jeux, mais qu'ils ont très clairement la porte ouverte et ils sont en train de réfléchir à se développer sur d'autres jeux. Donc on pourrait très bien demain avoir une écurie, je sais pas, Ferrari e-sport qui va faire du Fortnite ou qui va faire du Counter-Strike. D'accord, c'est des choses juste pour développer l'image. Et parce qu'on touche des nouvelles cibles, parce qu'on fait voyager la marque, parce qu'on draine une nouvelle communauté, on rajoute. C'est surtout ça, je pense. Et voilà, il y a des enjeux qui sont forts. Et bien sûr, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'argent dans la Formule 1 est non négligeable. Donc, ils ont les moyens d'investir pour faire des championnats, pour faire des compétitions, etc., autour de jeux de sport mécanique, donc on va appeler le sim racing, mais probablement d'autres choses. On peut parler de... Je passe le bonjour à Jean-Christophe Aubin qui nous a
cet invité justement pour ce soir. Il y a une question pour vous. Du CREPS évidemment, j'ai oublié de le préciser. Dans le cadre du suivi socio-professionnel des joueurs e-sport, qu'est-ce qu'un CREPS peut apporter à un joueur e-sport? Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé un peu avant du CREPS de Poitiers qui avait un peu quelques actions dans le monde de l'e-sport. Alors bonsoir Jean-Christophe, merci pour la question. Alors effectivement, on a parlé un peu d'économie, d'enjeux, etc. Il y a une vraie question aujourd'hui, c'est sur la formation. La formation des jeunes qui veulent devenir joueurs, mais la formation aussi autour des métiers de l'e-sport. Donc ça se développe de plus en plus en France. France e-sport, donc l'association française dédiée à l'e-sport, la CCI d'Arles et ma société Stackern organisent le 29 novembre au Palais des Congrès d'Arles une journée professionnelle dédiée à l'e-sport et la formation, donc où l'ensemble des représentants des structures, on va dire, impliquées dans la formation de joueurs ou la formation de profils destinés à travailler dans l'e-sport vont se rencontrer, vont échanger, etc. Il y a notamment des workshops, des thématiques sur la reconversion du joueur, sur comment faire en sorte de labelliser ou d'homogénéiser les formations. Bref, sur aujourd'hui la formation de l'e-sport, un CREPS peut apporter énormément de choses. J'entends par là déjà des infrastructures et des compétences techniques développées dans le sport traditionnel. C'est-à-dire la préparation mentale, la préparation physique, la mise à disposition de locaux. C'est ce que fait le CREPS de Poitiers aujourd'hui avec les Orcs. Donc les Orcs, c'est une structure associative qui est basée sur Poitiers. Et donc il y a un partenariat entre le CREPS de Poitiers qui est en train de préparer une formation en association avec donc, les Orcs, une équipe assez connue en France, pour justement développer la partie, on va dire, préparation des joueurs, mais aussi reconversion, mais aussi synergie avec le sport, etc. Donc un CREPS aujourd'hui a énormément de compétences sur la formation des joueurs professionnels, des joueurs de haut niveau, en termes d'entraînement, en termes de préparation mentale, en termes de préparation physique, en termes d'hébergement aussi, parfois. Et donc, mettre un centre de formation e-sport dans un CREPS, c'est tout à fait intéressant, intelligent, possible et même souhaité de mon point de vue. Ça resserre les liens entre les ça resserre les liens. On apprend énormément au contact des autres. Et c'est ce qui est assez pertinent, c'est que même sur le marché américain, il y a de plus en plus d'universités qui proposent maintenant des bourses pour des jeunes qui veulent aller dans des cursus e-sport. Moi, j'ai monté un MBA sur Paris en lien avec le sport business et l'e-sport à l'école ISG. On est implanté sur de plus en plus de formations à l'international. Et les CREPS ont ce lien qu'on évoquait précédemment et ces compétences avec le sport traditionnel. Et ça, l'e-sport peut s'en enrichir, peut le comprendre et peut bénéficier des infrastructures, mais pas forcément des infrastructures, de l'accompagnement, des problématiques de reconversion. Et surtout, on est dans une économie où il y a une mixité qui est très très intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un homme, être une femme, être de couleur, être handicapé ou pas, on peut pratiquer le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a un gros avantage à l'e-sport par rapport au sport traditionnel, au-delà de la pratique, c'est son aspect fédérateur. C'est-à-dire le fait de, ce que vous dites actuellement, c'est-à-dire le fait de rassembler des joueurs sur un même jeu, une même pratique, un même engouement pour un sport virtuel, et de les rassembler, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique de la personne, ça n'empêchera pas de pouvoir les rassembler et de pouvoir jouer ensemble. C'est une passion. C'est la grande force de l'e-sport. C'est une passion. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de raison que ça, que les filles ne soient pas très très fortes sur du Counter-Strike. Même en termes de variabilité d'âge, je pense que dans la Fortnite, typiquement, je pense que ça peut aller de 15 à 45 ans. Je pense que c'est... Moi j'y joue, je ne vais pas vous dire quel âge j'ai, j'y joue avec mes gosses. Je pense que c'est hyper variable. C'est mes gamins qui me coachent, mais hormis ça. Non, effectivement, il y a un côté fédérateur qui est super intéressant au niveau du jeu vidéo au sens large, et puis effectivement après sur l'e-sport aussi. Il y a des fans qui vont suivre leur équipe parce qu'il y a des stars. Et puis on organise des compétitions qui sont des vrais shows. On a rempli Bercy en l'espace de 20 minutes. La grande nouvelle de cette semaine, enfin de la semaine dernière, c'est que Riot va organiser la finale, ce qu'on appelle les Worlds sur League of Legends à Paris en 2019, c'est-à-dire l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde, si on veut faire le lien avec le foot par exemple. On dirait l'année dernière, je crois qu'ils avaient rempli le stade olympique de Pékin, peut-être non? C'est ça, ouais, l'Oiseau, ils ont fait 50 ou 60 000 spectateurs, je crois. Et ça se développe tous les jours. Des projets d'arena, moi j'en connais un certain nombre, sur le marché nord-américain notamment.
Voilà, il y a énormément de projets où on va faire des lieux physiques, où on va pas faire que de l'e-sport d'ailleurs, hein, on va pouvoir faire plein d'autres choses à côté. Peut-être mettre des écoles, peut-être mettre des incubateurs, peut-être mettre de la restauration, de l'hôtellerie, on peut faire pas mal de choses. Et il y a un côté, en tout cas, pour revenir à la question, qui est assez fédérateur. Et sur la question de Jean-Christophe par rapport au rôle du CREPS, il y a tout ce qu'ils ont développé, tout ce qu'ils ont mis en place. Je pense par exemple aux procédures, notamment avec le BPGEPS, donc qui permet de former les animateurs aujourd'hui. Et c'est un sujet sur lequel moi je travaille et qui m'intéresse particulièrement parce que pourquoi on aurait des animateurs aujourd'hui pour faire du ping-pong ou pour animer des centres de loisirs, pour faire du foot, etc. Et demain on n'en aurait pas dans l'e-sport. Et c'est typiquement un des enjeux de l'e-sport, c'est-à-dire que l'e-sport amateur ne pourra continuer à se développer de façon pérenne que si, il y a des subventions, des accompagnements, mais aussi des personnes qui vont former les jeunes, qui va faire du coup en sorte que l'e-sport professionnel se développe à son tour. Pourquoi on a Kylian Mbappé aujourd'hui qui est sur le toit du monde? Parce qu'il a commencé dans un petit club à 7 ans, à 8 ans, etc. Parce qu'il y avait un éducateur qui était bénévole, qui a été formé, et qui a... Après, il y a un côté génie, hein, il y a du travail, etc. Ouais, mais pour répondre à ce que vous disiez juste avant, je pense que c'est tout simplement une question d'éthique. Je pense que la politique publique française a dû manger-bouger. Est-ce qu'elle serait d'accord pour mettre en valeur l'e-sport par rapport à la pratique physique? J'en suis pas sûr. Alors, d'un point de vue gouvernemental, je parle. Ça c'est des choses qui bougent. C'est une question d'éthique qui peut être un peu susceptible de faire pencher la balance plutôt vers les sports physiques plutôt que l'e-sport. Oui, mais parce que tu viens de dire justement les sports physiques, parce que tu associes le fait que l'e-sport n'est pas un sport physique. Et alors en fait, si on part de ce précepte-là, pour moi c'est plutôt un sport cérébral. Voilà. Mais après, quand tu vas avoir de la réalité virtuelle, quand tu vas avoir des jeux en réalité augmentée qui va y avoir des compétitions internationales, ou si tu fais du Just Dance, tout simplement, je sais pas si tu as déjà fait du Just Dance, il y a des compétitions. Ouais, après j'ai du mal à mettre en perspective la réalité virtuelle, les compétitions, tout ça, mais je comprends. Après, c'est développé avec la Wii aussi pendant un temps. Exactement. Et aujourd'hui, les pouvoirs politiques ne vont se lancer vraiment dans le secteur de l'e-sport qu'à partir du moment où, il y aura une fédération, et c'est pas le cas en France, on n'a pas de fédération. On a une association. Donc il faut que ça soit une vraie fédération qui fonctionne. Parce que Francis Sport joue ce rôle. Alors c'est le rôle de Francis Sport déjà de fédérer, d'aborder un certain nombre de sujets. Il y a des comités en lien avec la formation qu'on évoquait tout à l'heure, la protection des mineurs, le droit, la protection des joueurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont abordées. Mais sur la structuration, même pour avoir des subventions, il faut être reconnu par l'État, c'est-à-dire être associé à un ministère, ministère du sport, ministère de la jeunesse, ministère de la culture, parce que le jeu vidéo fait partie de la deuxième industrie culturelle en France, après la littérature. Donc il faut effectivement qu'on puisse trancher à un moment ou à un autre sur comment on peut faire rentrer l'e-sport dans un circuit où on va avoir des subventions, où on va avoir dans chaque quartier, pourquoi pas des maisons pour dédiées à l'e-sport. C'est ce que justement Paris essaie de développer en ce moment. Former des animateurs qui vont pouvoir accompagner les jeunes, qui vont pouvoir organiser des petites compétitions dans leur village, etc. Pourquoi on ne ferait pas des e-sport études, même si c'est en train de se monter en ce moment. Bref, il y a plein de sujets à aborder, et le CREPS a un rôle particulier, je pense, en termes de savoir-faire, en termes de vision, en termes de labellisation de formation, et puis bien sûr, puis on peut trouver des synergies avec des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, pourquoi on a Griezmann qui est en train de faire une danse de Fortnite pendant la Coupe du Monde? La plupart des joueurs aujourd'hui de haut niveau, ils font quoi? Ils jouent aussi, ils pratiquent le jeu vidéo. Alors pas forcément de manière compétitive, mais on s'aperçoit qu'on pourrait avoir des ambassadeurs de l'e-sport, y compris dans le milieu du sport. Et justement, une petite question, lapsus souvent fait par nous, mais justement c'est l'occasion de rabattre des idées reçues. On parle beaucoup du coup d'un sport, si on le qualifie comme sport cérébral, justement via ce que ferait le CREPS ou des clubs. Qu'est-ce qu'on peut imaginer par contre comme préparation physique? Et est-ce que justement il y a des qualités particulières pour faire un grand compétiteur d'e-sport? Quel que soit le jeu. Alors justement, c'est pas quel que soit le jeu. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si tu fais du lancer de javelot ou si tu fais du basket, tu mets pas finalement les mêmes aptitudes, tu n'as pas la même préparation physique. Donc selon les jeux, tu vas pas avoir la même préparation ni mentale ni la même préparation physique. Il y a des choses qui sont très, très proches et très exploitées. Sur le côté purement préparation, je pense que le CREPS a un rôle à jouer sur le savoir-faire qu'ils ont, sur la compréhension, parce qu'ils ne savent pas forcément non plus ce qui se passe dans l'e-sport. Donc il y a les deux côtés en fait qu'on va pouvoir apprendre. Ils ont les infrastructures techniques, donc ça peut être assez intéressant. Et au niveau de
la pratique compétitive du jeu vidéo, il y a déjà des choses en place. Il y a des ostéopathes, il y a des diététiciens, il y a des préparateurs physiques, mentaux, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc il y a déjà il y a des kinés qui sont spécialisés dans les sports parce qu'il y a des pathologies dans les sports. Et même si ce n'est pas un sport très physique, on peut avoir de sérieux problèmes de générescence au niveau de la rétine, au niveau de la posture, au niveau du dos, au niveau du canal carpien. Il y a plein d'athlètes de haut niveau qui se sont blessés à force d'entraînement, à force de jouer. Et là, on parle d'une souris, on parle d'une manette, de ce que vous voulez, mais qui se sont blessés à force de pratiquer. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie prévention. On pourrait imaginer de la cryothérapie, on pourrait imaginer plein de choses en termes de kiné, y compris pour des athlètes e-sport, parce qu'on parle de cyberathlètes finalement. Ouais. Donc même si leur expression du jeu passe à travers un écran, à travers une manette, à travers un clavier, à travers une souris, ils n'en sont pas moins physiquement des athlètes presque de haut niveau. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils s'entraînent très souvent comme des athlètes de haut niveau, d'un point de vue physique, d'un point de vue préparation. Ils vont courir, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont avoir des séances de yoga, de relaxation, etc., avant de rentrer sur une compétition. On va terminer avec notre... on aurait pu parler de beaucoup de choses parce que la formation, on aurait pu parler plus, le financement, le sponsoring, Tellement de choses à dire finalement. la médiatisation, l'audience, etc. On sera obligé de me réinviter pour la 200e. Exactement, la dotation, etc. Oui, en effet. On va terminer avec une dernière question et peut-être plus parler de Stakern et quels sont les projets à court et long terme de votre société. Alors les projets, il y en a pas mal. Rapidement, nous, on a un positionnement donc, qui est essentiellement international. On parlait du marché tout à l'heure de l'e-sport, c'est que le marché français est un très petit marché, un peu moins de 30 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, versus quand même des enjeux qui sont forts, mais néanmoins il est bien présent. Notre volonté est de développer une stratégie pour accompagner des marques et des clubs au niveau international. Donc on a un réseau de consultants sur le marché américain, sur le Moyen-Orient, on est en train de développer sur la partie Asie et sur la partie Amérique latine. Donc là, on est en train de fédérer, on va dire, des acteurs qui vont pouvoir répondre à des problématiques précises selon les besoins des entreprises. Des projets d'accompagnement de clubs, évidemment, de clubs de sport, de foot, de rugby, de basket, de hockey, également, qui veulent faire des événements autour de l'e-sport ou qui veulent monter une équipe e-sport. Donc on a pas mal de travail dessus, de démocratisation. On a des projets aussi de créer un incubateur. Donc je lance un appel aujourd'hui, j'en profite de cette émission intéressante pour dire qu'on a pour objectif l'année prochaine de monter un incubateur de start-up dédié à l'e-sport, donc tout ce qui va tourner autour notamment de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, intelligence artificielle, blockchain, etc. Et on cherche des locaux, on cherche une structure qui aurait 200 à 250 mètres carrés à nous offrir pendant 2-3 ans pour qu'on puisse incuber des startups, pour qu'on puisse se lancer. Ça fait partie des projets, faire un incubateur. Sur Montpellier Sur Montpellier, oui. Oui, parce que si je voulais faire plus de business, j'irais sur Paris, mais en fait, je suis Montpellierin. Et je reste ici. Voilà. Oui, il y a de la concurrence, il y en a partout, et heureusement d'ailleurs. Mais simplement, au niveau du développement économique ou des choses que l'on peut faire, on n'a pas forcément toutes les infrastructures et tout le suivi, le soutien qu'on pourrait avoir d'une grande capitale, par exemple, avec Paris & Co, qui justement est l'acteur économique, de développement économique de Paris, qui va très fortement dans l'e-sport. Et on pense qu'il y a des choses à faire dans toutes les régions. Et donc je compte bien faire en sorte que l'Occitanie puisse prendre une vraie place dans le secteur de l'e-sport. Je te remercie parce que tu m'as dit de te tutoyer, mais j'ai quand même vous voyez pendant tout le débat d'être venu donc, avec nous pour parler e-sport. C'était très intéressant. Ça mériterait une deuxième finalement. Ça mériterait une deuxième en effet, d'en parler un peu plus. Et puis bonne continuation à vous, donc Maurice Bergeau, et donc votre entreprise Stakern. Voilà, l'appel est passé en tout cas pour la fin. Et nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Mac Miller avec le titre Matches. Merci.